La mémoire est une question capitale pour nos sociétés et pour chacun d'entre nous. Jusqu'à aujourd'hui, différents supports nous ont permis de pérenniser nos souvenirs et de nombreuses informations. On sait que la durée de vie moyenne d'une inscription sur la pierre est de 10 000 ans. Sur un parchemin, 1000 ans. Sur une pellicule, 100 ans. Sur un vinyle, 50 ans. Avec l'informatique, notre mémoire se heurte à une fragilité que personne n'avait prévue. Des technologies ont déjà disparu. Cette incertitude est d'autant plus inquiétante que nous avons fait le pari du tout numérique, en croyant que nos informations seraient disponibles très longtemps. Sur le long terme, aucun support informatique n'a encore réussi à s'imposer. Saurons-nous assurer la pérennité de nos données numériques, ou bien ces données sont-elles condamnées à disparaître, tôt ou tard ? Depuis qu'est apparue l'informatique de masse, nos informations s'écrivent en langage informatique binaire. Ce langage, aux combinaisons infinies, est fondé sur des assemblages de deux chiffres, le 1 et le 0. Ils sont les seuls messages que savent interpréter les composants de nos ordinateurs. Notre mémoire s'est transformée. Elle est désormais interconnectée et dématérialisée. Nous lui avons confié nos informations personnelles, médicales, scientifiques, techniques, administratives. Comment allons-nous pouvoir transmettre un patrimoine numérique de plus en plus massif et complexe ? Dans les années 80, on croyait pourtant avoir découvert les secrets d'un support éternel. Et maintenant, regardez bien ce disque. Ce disque, c'est en principe le disque de l'avenir, un disque numérique, inusable ou presque. Il ne rentre en contact avec aucun objet, puisque c'est un rayon laser qui le sillonne. Pas un micro-sillon, un disque inusable de 12 cm. Vendu comme le support numérique d'avant-garde, le CD a vite conquis le marché de la mémoire. Le CD est peu encombrant et, croyait-on, d'une fiabilité à toute épreuve. Les bibliothèques, les centres d'archivage, les particuliers, tout le monde s'est rué sur ce nouveau support. Bonjour à tous. L'invention de l'ordinateur et de la mémoire de son disque dur allait révolutionner plusieurs secteurs d'activité de notre société. Et plus précisément dans l'industrie qui exploitera l'informatique naissante pour développer son outil technologique. Cette avancée numérique réduira considérablement le travail de toutes ces secrétaires qui, travaillant dans l'administratif des entreprises ou des bâtiments publics, compilaient des centaines de milliers de papiers. Aujourd'hui, ces millions de feuilles de papier disparaissent progressivement pour laisser place à des disques durs avec des mémoires de plus en plus puissantes. Grâce au développement de cette technologie numérique, on peut compresser des centaines de chansons dans des mini-clés USB. On peut aussi compiler plusieurs films de 700 MO dans un DVD qui peut contenir une mémoire de plusieurs gigas. Mais certains scientifiques commencent à s'alarmer car d'après eux, la durée de vie de ces supports de stockage ne dépasserait pas 5 à 10 ans en moyenne. Et si on ne fait rien, c'est la sauvegarde de toutes nos données qui risque de disparaître avec le temps et l'usure. Les fabricants ont voulu nous faire croire que leur support de stockage conserverait nos données une éternité, mais bon, tout cela est faux. Des études qui ont été menées notamment par le Laboratoire national d'essai du CNRS avaient déjà montré que la durée de vie des CDR et des DVD-R, un disque à gravure unique, et les fameux disques RW qui sont réinscriptibles, ne dépasseraient pas 15 à 20 ans dans le meilleur des cas. Et que les plus mauvais d'entre eux se dégraderaient au bout d'une année seulement. D'après le dire de certains experts, toutes les marques de disques seront en fait confrontées à ce phénomène d'usure. Il semble que les constructeurs ne maîtriseraient pas bien leur processus de fabrication
on observerait des différences de vieillissement assez importantes entre les différents produits, et surtout des produits identiques. Même les disques vendus comme plus résistants ne seraient pas aussi meilleurs. Ils vous protègent contre les rayures, mais pas contre le vieillissement et l'usure. Face à ce risque de détérioration des données informatiques, il est souvent conseillé aux gens de recopier leurs données sur plusieurs disques et de renouveler les sauvegardes sur des supports neufs régulièrement. Mais l'une des solutions serait la conception d'un disque qui offrirait une durée beaucoup plus longue. Dans leur rapport, les experts citent le Century Disk, un support sur lequel l'information est gravée directement dans le verre grâce à un procédé de lithogravure. Problème, le prix de ces Century Disk est encore 10 fois trop élevé pour être accessible aux particuliers. Rappelons qu'en parallèle avec l'invention du Century Disk, la firme japonaise Hitachi avait déjà dévoilé de son côté la conception d'un nouveau support de stockage en quartz pratiquement impérissable. Comme je viens de le dire, les disques optiques tels que les CD ou les DVD finissent tous par se dégrader au bout de quelques années, dû à l'oxydation des rayures sur la surface. C'est aussi le cas des disques durs, usure mécanique, choc, etc., etc. Si la durée de vie des supports de stockage varie selon leur entretien et de leurs matériaux, tous finissent par s'user quand même. C'est à cause de ce phénomène d'usure que les scientifiques de la société japonaise Hitachi auraient découvert un nouveau moyen de stocker les données à long terme. Et pour obtenir leur mémoire, eux, ils gravent dans une fine couche de quartz des données sous une forme binaire avec des points. Les contenus peuvent ensuite être lus avec un microscope optique ordinaire. Selon Hitachi, ces nouveaux supports de stockage pourraient endurer des conditions assez extrêmes de température, comme une température de 1000 degrés, sans subir le moindre dégât. Il peut également résister au micro-ondes, à l'eau et à de nombreux autres produits chimiques. D'après Hitachi, ce support serait pratiquement impérissable. L'utilisation du quartz dans l'informatique n'est pas une nouveauté. On connaissait déjà les propriétés de ce cristal. La puce informatique, par exemple, est en effet un cristal de quartz. Du silicium fondu avec des métaux et des terres rares comme le germanium, appelé aussi silicium dopé. Et la puce ainsi formée est enveloppée d'un réseau de fils en or massif. Ce cristal de quartz dopé est maintenu en vibration à 3 milliards de vibrations par seconde pour les ordinateurs les plus performants. Ces nouveaux supports de cristal qui serviront à enregistrer et à sauvegarder beaucoup plus longtemps nos données dans le futur ne sont pas sans nous rappeler cette technologie de l'Atlantide qui gravitait autour d'un mystérieux cristal. Et la légende de ces mystérieux crânes de cristal pourrait être pour nous une source d'inspiration. Enregistrer dans le cristal ou le diamant des données sous la forme d'un rayonnement de photons. Bien que les crânes de cristal peuvent songer à des enregistreurs, il n'en demeure pas moins que certains scientifiques avaient déjà essayé de retrouver ce genre d'enregistrement, mais dans les sillons des vieilles poteries. Il ne sera peut-être pas nécessaire de découvrir le secret du voyage dans le temps, pour écouter probablement à nouveau la voix des hommes qui auraient disparu il y a de cela plusieurs siècles. Le magnétophone existait à l'époque de Khéops ou dans la Chine, aussi bien que dans n'importe quelle partie du monde. Mais ce qu'il manquait, c'était la fameuse tête de lecture. Bon, ces chercheurs des années 70, tels que le Dr Peter Lewin de Toronto au Canada et le professeur Sidney Vetaeg de l'université de Minneapolis, parlaient en fait d'un magnétophone naturel, vous aviez bien compris, à l'époque et non d'un appareil issu d'une technologie avancée. Ils étaient, du moins les deux chercheurs, étaient persuadés, et avec eux des spécialistes allemands, que les sons, et plus particulièrement les voix humaines, auraient bien pu être enregistrés dans l'argile qui servait à fabriquer les poteries en tout genre trouvées en abondance sur plusieurs lieux, sur les lieux des fouilles aussi archéologiques. Les argiles, plus précisément, lorsqu'elles sont cuites, contiennent des composés de silicate qui, en théorie, auraient pu enregistrer certaines fréquences sonores produites à leur proximité, écrivait le professeur Vetaeg. Des expériences auraient entre autres montré que ces corps s'imprégneraient littéralement des vibrations environnantes. La silice, à l'instar d'autres cristaux, était d'ailleurs utilisée dans un certain nombre de technologies de pointe qui s'occupent de fixer les sons.
Nos 12 chercheurs, chacun de leur côté bien entendu, avaient multiplié les expériences pour essayer de faire parler les vieux poteries, les vieux pots archéologiques. À vrai dire, ils posaient pour l'instant le problème à l'envers. On choisissait en fait une poterie d'argile toute neuve. On connaissait particulièrement bien la composition. Et un sujet, en l'occurrence un chien du laboratoire, pour le professeur de Minneapolis par exemple, produisait des sons à proximité, c'est-à-dire il aboyait, pour être plus précis. Et tout était prévu pour que ce soit les seuls sons qui aient des chances d'être enregistrés par la poterie en question. On l'a manipulé d'un bout à l'autre, dans le plus profond silence. Et c'est ce que nos chercheurs appellent la stérilisation sonore pour rappeler le milieu aseptique dans lequel s'effectuait par exemple l'expérience. Des essais de lecture avaient été faits, on aurait utilisé aussi à l'époque le laser dont le rayon peut être infiniment modulé afin de traduire certaines fréquences bien précises telles que celles de la voix humaine. D'après Lewin, qui avait travaillé avec des lasers proches de ceux qu'on utilise dans les procédés de vidéodisque, l'ancêtre des DVD, comme vous le savez, il faudra mettre au point un rayonnement qui coïncidera très exactement avec le mode inconnu de stockage des informations dans l'argile. Mais bon, là, je parlais des poteries, mais bon, je reviens un peu à nos disques, nos CD-ROM. Il faut comprendre qu'en réalité, la durée de vie de ces CD-ROM ou de ces disques durs n'est pas très très longue, contrairement à ce que certains scientifiques ont voulu nous faire croire. Donc avec le temps, ils vont se détériorer, et les données qui sont enregistrées à l'intérieur disparaîtront aussi, seront détruites. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, le mieux c'est de faire des copies, mais bon, ça ne servira pas à grand chose, parce que même si ces copies se détérioreront. La seule solution plausible dont je viens de parler, c'est le cristal. Parce que là, comme vous voyez dans l'image, dans le futur, les informations seront probablement insérées ou enregistrées dans ce genre de support transparent. Pour l'instant, c'est du verre, mais dans un futur très très proche, les scientifiques commenceront à travailler sur du cristal, voire du diamant. Ils apprendront à insérer des petites données informatiques et ensuite ils pourront intégrer des bases de données beaucoup plus importantes. Ils constateront que ces enregistreurs en cristaux peuvent emmagasiner beaucoup plus d'informations et sont carrément indestructibles, puisqu'un diamant, comme vous le savez, ne s'altère pas avec le temps. Donc lorsque vous allez enregistrer des données dans ce genre de cristal, il ne va pas se détériorer pendant des milliers d'années. C'est ce qui me pousse à vous parler quand même un petit peu de ces crânes de cristal qu'on aurait retrouvés un peu partout. Bon, il faut savoir que ces crânes de cristal, parce que c'est fait d'un bloc, à l'époque, puisqu'ils ont été trouvés dans les pyramides, les Indiens de l'époque ne savaient pas travailler ce genre de matériaux. Donc cela sous-entend que ces crânes de cristal auraient été conçus par une civilisation beaucoup plus ancienne. Donc vous voyez où je veux en venir, je parle de l'Atlantide. Certains de ces crânes de cristal ont été fabriqués par les Atlantes. Il y a de cela plusieurs milliers d'années. Ils les ont rapportés avec eux. Probablement qu'ils en auraient construit aussi en Amérique latine, parce que s'ils ont ramené leur matériel, ils ont très bien pu les concevoir. Et comment ont-ils fait pour les concevoir en un bloc? Je pense qu'ils ont pris un cristal qu'ils ont, développé comme dans une culture. Ensuite, ils ont façonné la forme du crâne. Et probablement que dans ces crânes de cristal, il y aurait des informations, mais bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut juste trouver la tête de lecture qui conviendrait à ce genre d'enregistreur. Ça serait plus des faisceaux de photons qui pourraient réactiver une probable information qui se trouverait dans ces crânes de cristal. Mais bon, il existe aussi l'autre phénomène qu'on appelle la psychométrie. Vous savez, ça c'est ce que les clairvoyants font lorsqu'ils prennent des pierres. Eux, carrément, ils arrivent à voir des scènes qui seraient enregistrées dans cette pierre. Par exemple, vous prenez la pierre qui se serait trouvée dans, admettons, le temple de Jérusalem.
eh ben, un clairvoyant ou un médium, en prenant cette pierre, il va revoir certaines scènes qui se sont déroulées dans ce temple. Et même qu'il pourrait entrevoir l'épisode où le Christ était rentré dans ce temple en disant au prêtre qu'il ne restera pas une pierre de ce temple. Et bien entendu, ce phénomène, ce don, ils peuvent le mettre en activité avec n'importe quelle pierre. Hein. Vous leur amenez une pierre des pyramides en touchant leurs mains, touchant les pierres de leurs mains, ils vont avoir des flashs et des scènes qui vont apparaître. Ces scènes en réalité sont enregistrées dans la pierre. Comment? Par quel procédé? Hein? Ça serait plus de l'énergie psychique, spirituelle psychique, des ondes psychiques qui s'imprégnerait dans la pierre. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore découvert d'appareil pour capter ce genre d'ondes psychiques, mais comme je l'ai dit dans beaucoup de mes vidéos, en Italie, des chercheurs, du moins des moines bénédictins, auraient mis au point un appareillage qu'ils appelaient le chronoviseur, qu'il aurait restitué des images filmées, des films carrément, de notre passé. Donc, logiquement, s'ils arrivent à capter des images de notre passé, on peut très bien imaginer la conception d'un appareil qui puisse capter l'enregistrement qui se trouve dans les pierres. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. Et en parlant du cristal, logiquement, si on met des informations dans le cristal, si dans le futur, si par exemple il y a un cataclysme, dans le futur il y a une civilisation qui arrive, qui se développe et qui va mettre au point des lasers, peut-être que cette civilisation futuriste pourra capter les informations qu'on aurait mis dans ces supports en verre, en cristal ou en diamant. C'est un peu comme l'Atlantide. Hein. Certains vont me dire, mais on n'a pas retrouvé ces cristaux, mais c'est normal, hein, tout le continent a disparu sur les eaux de l'Atlantique. Hein, et les quelques appareils qui ont suivi les réfugiés atlantes en Égypte hein, ont été cachés dans la plateforme souterraine qui se trouve sous le plateau de Gizeh. Et parmi ces objets, vous trouverez des objets qui fonctionnent avec du cristal, des cristaux, l'énergie du cristal. Et là, vous comprendrez qu'en réalité, le cristal servait aussi de support pour enregistrer de l'information à l'époque de l'Atlantide. Bah oui, dès l'instant où vous travaillez sur du cristal, vous savez que vous pouvez, même les armes, sachant que leur technologie gravitait autour du cristal, vous vous doutez bien que leurs armes correspondent, du moins, ressemblent étrangement à ceux que vous voyez dans les films de science-fiction. C'est des armes laser qui fonctionnent avec des cristaux. Bon, voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Vous voyez, quand on voit ces composants au silicium, hein, et on se dit, cette mémoire, surtout si on met au point des armes à impulsion électromagnétique, hein, ça va décimer, ça va tout détruire. Hein. Par contre, pour le cristal, ça sera beaucoup plus compliqué d'affecter la mémoire qui se trouve dans un cristal ou un diamant. Parce que je pense que même une impulsion électromagnétique ne pourrait pas affecter l'information qui se trouve dans un cristal. Alors que dans les puces au silicium, là, comme vous voyez dans la vidéo, une impulsion électromagnétique va détruire tout le système. Hein. Donc vous vous doutez bien que une telle arme, de toute façon les États-Unis et la Russie et d'autres pays hein, ont déjà développé des missiles qui envoient des impulsions électromagnétiques. Hein. Donc si demain un conflit se déclenchait, il faut bien se douter d'une chose, c'est que de part et d'autre, on va détruire les systèmes de communication de l'ennemi. Hein. Donc que ce soit les Américains, les Russes ou d'autres pays, hein, il faut vous dire que vos systèmes de télécommunication, vos systèmes électriques, vos systèmes informatiques seront obsolètes en cas de conflit généralisé. Puisque ces pays utiliseront ce genre d'armes. Bah oui, puisque ces armes existent. Bon, on ne va pas parler des armes que les États-Unis ont mises en orbite autour de la planète. Hein. C'est encore un secret pour l'instant, mais bon, on en saura un peu plus dans le futur. Bon, j'en ai fini avec cette vidéo, je vous dis à la prochaine pour une autre.